Bonjour à tous, bienvenue aux 13 heures de la télévision du Burkina. Voici les titres. La rencontre au gouvernement secteur privé change de dénomination et devient le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. L'ouverture des travaux s'est déroulée ce matin dans la capitale économique burkinabé sous la présidence du Premier ministre Paul Kaba Thieba. Des précisions dans un instant. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 entre dans une phase décisive avec le début ce matin de l'audition du général Gilbert Diendéré. Nous irons dès le début de ce journal au tribunal militaire de Ouagadougou pour avoir des échos du passage du général Diendéré à la barre. Et puis, la tension monte entre la Russie et l'Ukraine au lendemain de la capture de 3 navires ukrainiens par la marine russe. Le président ukrainien a dénoncé un acte fou. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour discuter de la question. C'est un moment qui était fortement attendu par les Burkinabés depuis le début du procès du putsch manqué de septembre 2015. L'audition du présumé auteur de ce coup de force manqué passe à la barre depuis ce matin devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Zubaviel David Dabiré qui suit le procès pour nous est en ligne de Ouaga 2000. Bonjour Zubaviel. Que peut-on retenir de la déposition du général Gilbert Diendéré devant la cour ce matin? Aboubakar Sagnon, bonjour à tous. Alors, de la déposition du général Gilbert Diendéré, Aboubakar Sagnon, l'on peut retenir la phrase suivante. Je n'ai ni ordonné, ni planifié, ni commandité, ni organisé, ni exécuté ce qu'on appelle le coup de force de septembre 2015. Vous l'aurez compris donc, Aboubakar Sagnon, le général Gilbert Diendéré plaide non coupable aux 5 chefs d'accusation qui pèsent sur lui, à savoir l'attentat à la sûreté de l'État, les meurtres, les coups de blessures volontaires, l'incitation à la commission d'actes contraires à la discipline militaire et l'intelligence avec les forces étrangères en vue d'attaquer le Burkina Faso. Alors, il a tenté de justifier cette position par le fait que le coup d'État de septembre 2015 était l'œuvre de quelques sous-officiers de l'FRSP, entendez par là, et le major Iloa Badiel, Jean-Florent Lyon, Outourou Kossé, et Moussa Nebié et autres. Et toujours selon le général Gilbert Diendéré, il aurait accepté d'assumer le coup après les échanges avec la hiérarchie militaire et les médiateurs d'entre l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo et Monseigneur Paul Ouedraogo du Lasso. Il faut souligner aussi à Aboubakar Sagnon qu'il dit avoir reçu l'aval de ces personnes pour diriger le pays. Alors, naturellement, Aboubakar Sagnon, les premiers mots de la déposition du général Gilbert Diendéré ont jeté un froid sur l'assistance, en ce que jusque-là, le coup d'État de septembre 2015 reste toujours orphelin, un coup d'État fantôme, a phrasé Maître Prosper Farama, un avocat de la partie civile. Alors, Zubaviel, dans quelle atmosphère s'est ouvert ce procès et comment avez-vous trouvé le général? Alors, Aboubakar Sagnon, c'est un homme calme, vêtu de sa tenue terre du Burkina et coiffé de son béret doré. C'est un général de brigade. Il s'est présenté à la barre d'audience devant une assistance fortement mobilisée. Alors, c'était une salle pleine à craquer. L'assistance s'est fortement mobilisée ce matin. À la barre, l'officier général a rendu le salut militaire aux membres du tribunal qui étaient coiffés avant de prendre la parole. Alors, avant de faire sa déposition sous forme de discours, il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et a salué la mémoire des victimes des événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. Alors, comme je le disais, c'est dans une ambiance électrique ce matin que les choses se sont déroulées parce qu'il y a eu une très forte mobilisation des organisations de la société civile et même certains anonymes et la salle a refusé du monde ce matin. Merci à vous, Zubaviel David Dabiré, pour toutes ces informations relatives donc à l'audition du général Gilbert Diendéré qui comparaît ce matin devant le tribunal militaire de Ouagadougou.
Tout autre chose à présent, décideurs politiques et acteurs économiques burkinabés sont en conclave à Bobo-Dioulasso à la faveur de la rencontre gouvernement-secteur privé. L'édition 2018 s'ouvre sous une nouvelle appellation de cette rencontre qui devient le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Gouvernants et opérateurs économiques vont discuter autour du thème secteur privé et défis de la transformation industrielle et artisanale. Des détails avec Bétivier Naon et Ali Traoré. Un face-à-face entre le gouvernement et le secteur du monde des affaires. Pour ce 15e rendez-vous, plusieurs modifications sont apportées et présentées ici par le ministre en charge de l'industrie. La rencontre gouvernement-secteur privé se nomme désormais cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. En plus de cette formulation, des rencontres régionales sont instaurées. Des innovations qui viennent répondre aux multiples plaintes du secteur privé concernant l'efficacité de cette messe de l'économie. La vision économique du président du FASO et du gouvernement repose sur la reconnaissance de l'économie de marché régulier. C'est important de préciser cela toujours, parce que c'est le fondement de notre vision économique et c'est le fondement également des politiques que nous avons. La vision du président du FASO, son excellence de l'Europe, repose d'abord sur la reconnaissance du primat de l'économie de marché régulier pour créer la richesse et faire reculer la pauvreté et les inégalités dans notre pays. C'est fondamental. Pour atteindre cet objectif, les acteurs du monde des affaires sont invités à mettre la main à la pâte. Durant 48 heures, les deux parties vont échanger sur plusieurs domaines dont la substance tourne autour du secteur privé et du défi de la transformation industrielle et artisanale. Ce thème revêt une importance capitale pour notre pays car le défi de la transformation de nos produits se pose aujourd'hui avec plus d'acuité. Selon une étude sur l'état de l'industrie réalisée dans le cadre du PNDS, le taux de transformation industrielle de nos produits se situe à 12%, ce qui veut dire que près de 90% de nos produits ne sont pas transformés ou sont exportés en état brut. Cette situation nous interpelle tous, acteurs du public comme du privé, à plus d'engagement et de synergie de nos actions en vue de soutenir et de renforcer véritablement le tissu industriel de notre pays et d'accroître ainsi de façon significative la contribution du secteur de la transformation au développement de Burkina Faso. À la fin des travaux, les conclusions et orientations seront désormais traitées par le Premier ministère et par la suite, des décisions urgentes seront prises en Conseil des ministres pour apporter des solutions foi du gouvernement. Avant le début des travaux, hier dans l'après-midi, le Premier ministre a accordé une audience aux acteurs clés de l'économie de la ville de Bobo-Dioulasso. Plusieurs sujets dont l'organisation de la rencontre qui se déroule actuellement ont été abordés. Plus de précisions avec Bétibié Naon et Amadou Lougué. C'est une rencontre avec les acteurs du privé, notamment la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso et les principaux ténors sur lesquels repose l'économie du Burkina Faso. Une rencontre voulue par le chef du gouvernement pour dire merci à ses partenaires clés de l'État pour leur constante mobilisation à la veille de ce grand rendez-vous État-secteur privé. Cette rencontre de cet après-midi, je peux peut-être déjà dire que c'est l'entrée en matière pour regarder est-ce qu'ensemble, tout ce qu'on s'est donné comme idée pour réussir l'activité ont été prises en compte pour que les choses se passent bien durant les 2 jours. Donc c'est vraiment une petite réunion, je l'ai dit technique, pour nous rassurer effectivement donc, que les choses sont mises au point pour que les rencontres se tiennent très bien. 2 jours d'échanges marqués par des séries d'activités. Bobo-Dioulasso, la capitale économique, va vibrer au rythme de la transformation industrielle et artisanale.
La foire internationale de Lomé, qui a ouvert ses portes vendredi dernier dans la capitale togolaise, a déroulé le tapis rouge au Burkina Faso. La journée du samedi 24 novembre était dédiée au pays des hommes intègres, une opportunité pour les exposants burkinabés de présenter aux festivaliers les produits made in Burkina Faso. Alors, la journée a également été une occasion pour les opérateurs économiques des deux pays de nouer des relations d'affaires. Des détails avec Amado Ilboudo et Bouma Ernest Nebier. Le Burkina est à l'honneur à cette 15e édition de la Foire internationale de Lomé. Pays invité d'honneur, la journée du 24 novembre lui est dédiée. La journée du Burkina Faso, on a fait la montée des couleurs et en mettant l'hymne national, c'est dans tous les pavillons qu'on entendait ça. Et il y a eu une annonce que c'est la journée du Burkina. Toute la journée, le Burkina Faso a la possibilité, en tout cas, de montrer ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire. C'est une journée spéciale qui met en exergue tous les produits made in Burkina. Si on prend la mangue séchée, le Burkina est reconnu comme le pays, en tout cas le meilleur pays en termes de transformation de la mangue séchée. Si vous voyez les produits forestiers non ligneux, tous les arbres qui produisent des fruits reçoivent aujourd'hui une transformation de ces fruits-là. Et nous avons également le beurre de qualité qui est en point. Nous avons l'oignon qui est consommé. On nous informe que 85% des oignons consommés au Togo viennent du Burkina Faso. Donc c'est un potentiel. Nous avons également le textile et habillement de façon d'Anfani que nous avons amené ici. Le Burkina est présent à ce rendez-vous d'affaires avec 86 exposants. Des exposants qui ne cachent pas leur satisfaction. Cette journée dédiée à leur pays, selon eux, vient donner un coup d'accélérateur à la vente de leurs produits. Et ils estiment faire de bonnes affaires au cours de cette foire. On a amené les tenues traditionnelles. En tout cas, c'est intéressant. Quand on a fait l'ouverture, les gens ont commencé à payer. Surtout que les gens ont trouvé que c'est le Burkina Faso qui est pays invité. Les gens sont en train de venir, demander et puis commencer à payer. C'est une très bonne affaire pour nous. On a amené du goré précuit. On a amené du riz Soumbala, fait à base du riz local. Il y a du zamené précuit, il y a du barbena précuit. Il y a les jus instantanés. En tout cas, ça va. On les remercie beaucoup. La journée dédiée au Burkina à la Foire internationale de Lomé est également une tribune de valorisation des mets locaux burkinabés. Des mets que burkinabés et togolais ont dégustés et appréciés. La journée se termine avec des rencontres B2B entre les opérateurs économiques burkinabés et ceux du Togo. Une initiative dont l'objectif est de leur permettre de mieux se connaître, de nouer des relations et de signer des contrats d'affaires. Manga, la capitale de la région du centre-sud, est en chantier et se prépare à accueillir la commémoration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le comité d'organisation a effectué en fin de semaine dernière une visite des différentes infrastructures en construction. Les entreprises travaillent jour et nuit pour achever les chantiers. Certaines infrastructures ne seront pas livrées dans les délais, mais l'essentiel sera fait pour le succès de la manifestation. Maxime Zongo. Des voies qui prennent forme, des bâtiments qui poussent tout au long de l'entrée de la ville et qui sont à des niveaux différents de finition. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Manga est véritablement en chantier. Des chantiers qui tournent en plein régime nuit et jour. Le défi à relever, livrer l'essentiel dans les délais contractuels. L'essentiel qui est prévu pour l'organisation effective des festivités sera prêt. Maintenant, ce qui reste, ce sont les autres réalisations qui accompagnent le développement de la région. La grande satisfaction, tous les chantiers vitaux sont pratiquement terminés. La voie principale, l'aire de défilé, le stade et bien d'autres. L'essentiel, c'est que nous avons une plateforme d'infrastructure nécessaire ou encore obligatoire pour que la fête soit réellement belle. Je prends l'exemple
de l'heure du défilé. Si effectivement l'heure du défilé n'est pas terminée, on ne peut pas organiser la parade. Nous avons par exemple la voie d'entrée. Si ça n'est pas fini, c'est sûr qu'il y aura un blocage. Nous avons par exemple la place de la Nation, où nous devons remettre le flambeau à la région du centre-est. Si la place de la Nation n'est pas finie, nous aurons des difficultés. Nous avons le stade régional. Si le stade régional n'est pas terminé, il y a la coupe de l'indépendance qui doit être jouée là-bas, de même que le saut para. Pour le reste, où visiblement il leur faudra encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'essentiel sera de livrer des ouvrages faits dans les règles de l'art qui vont contribuer à donner un nouveau visage à la cité. C'est un projet dont la réalisation est attendue par les populations de la région du Sahel. 4 études viennent d'être réalisées sur le projet de pôle de croissance du Sahel. Les résultats ont été présentés aux différents acteurs dans l'objectif de recueillir leurs critiques et recommandations afin de relancer le processus de mise en œuvre du projet pôle de croissance du Sahel. Faisal Sissé, Seydouson. À cet atelier de validation, les acteurs de la mise en œuvre du pôle de croissance du Sahel passent en revue 4 études prioritaires et complémentaires pour la relance du processus. La première étude, c'est de faire une analyse économique et financière des capacités économiques de la région. La deuxième étude porte en fait sur l'analyse des capacités du secteur privé. La troisième étude porte en fait sur une analyse de la répartition spatiale des infrastructures qui existent. Et la quatrième étude vise en fait à voir qu'est-ce qu'il y a comme projet et programme déjà sur le territoire, quels sont les domaines dans lesquels ces projets et programmes interviennent. Après 2 jours d'échange et d'appropriation des 4 études, des recommandations et des suggestions ont été formulées par les participants. Les gens se sont appropriés les documents et les critiques d'amélioration, les propositions d'amélioration et les recommandations vont vraiment dans le sens qu'on a souhaité en voulant donc une participation à l'élaboration de ces études, que les conclusions que nous allons tirer nous permettront d'avoir des rapports en tout cas très fiables pour la mise en place donc, du pôle de croissance du Sahel. Le pôle de croissance du Sahel repose sur les potentialités de la région, notamment les ressources minières et animales, le tourisme et l'artisanat. Le sport et la culture à l'honneur ce week-end dans la cité de Naba-Kango. Le FESCO, le Festival Sport et Culture de Waiguia, ouvert le 21 novembre, a connu son épilogue ce samedi 24 novembre. Après 3 jours de compétition, c'est la troupe Naba-Kango d'Atekoubé en Côte d'Ivoire qui a remporté le Grand Prix. Des précisions avec Kader Savadoro et Irénée Kaboré. Voici la dernière prestation de la 2e édition du FESCO, le Festival Sport et Culture de Waiguia. C'est la troupe de la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire du nom de Naba-Kango Atekoubé. Grâce à ses performances en danse du Louara, elle a ravi la vedette à 12 autres formations. Nous on a prouvé que malgré que nous sommes à quelques milliers de distance, de kilomètres, nous sommes venus valoriser encore de plus la culture burkinabé. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est sûr, convaincu que nous avons fait le meilleur et nous avons gagné. Particulièrement avec ce groupe-là, ils avaient une coordination gestuelle qui était très fluide, qui ne souffrait pas de... Voilà, il n'y a pas d'hésitation. Ils avaient une entente parfaite entre la musique, il y avait une synchronisation entre le jeu, le gestuel qui était plaisant et la musique. Au-delà des lauréats, les résultats du FESCO 2018 constituent un motif de satisfaction pour les organisateurs, d'autant plus que l'organisation du festival a été interrompue pendant 4 années. Vous savez que ça fait 4 ans qu'on a interrompu le FESCO. Premièrement en raison du virus, de la menace du virus Ebola. Ensuite en raison des événements nationaux au Burkina Faso. Et la population de Waiguia réclamait le FESCO. Et je ne regrette pas d'avoir relancé parce que les gens ont adhéré.
Ce que j'ai vu ce soir est encourageant. La dernière fois quand nous étions venus, les populations de Waïga pleuraient pour la mort des soldats. Aujourd'hui, elles sont dans la joie et cela nous réjouit. Le thème cette année est particulier puisqu'il traite de la question de la paix. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas de développement sans paix. Donc c'est un thème qui non seulement est opportun, mais nous permet de nous rappeler que la culture est un facteur de développement. Décerné par le FESPO 2018, tenu sous le thème Culture et Paix. La 13e édition du Festival Sport et Culture de Waïgouya est prévue se tenir du 24 au 27 octobre 2019. À l'international, Kiev n'entend pas se laisser faire après l'intervention de la marine russe qui a ouvert le feu et capturé 3 navires ukrainiens. L'Ukraine envisage la déclaration d'une loi martiale pour assurer sa défense. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui en urgence pour discuter de la question. Après la capture manu militari par la Russie de 3 navires de la marine ukrainienne, le gouvernement de Kiev envisage la déclaration d'une loi martiale pour assurer sa défense. La tension est telle entre les deux pays que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence ce lundi en fin de journée. Le président ukrainien Petro Poroshenko a dénoncé un acte fou et une attaque préméditée de la Russie avant de préciser que l'instauration de la loi martiale n'était pas une déclaration de guerre. La loi martiale sera instaurée pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine, alors que selon le droit international, nous sommes face à un acte froid d'agression de la part de la Fédération de Russie. Les hostilités se sont déroulées dans le détroit de Kertch qui sépare la Crimée de la Russie et permet de passer de la mer Noire à la mer d'Azov. Les difficultés sont en fait apparues il y a plusieurs mois dans cette zone, avec la construction par Moscou d'un pont très controversé de 19 km de long dans ce détroit. L'installation des arches de l'ouvrage en 2017 empêche depuis le passage d'une partie des navires. Cette année, les gardes-frontières russes ont même commencé à retenir des bateaux officiellement pour des contrôles. Tout a commencé hier alors qu'un navire pétrolier placé sous le pont de Crimée bloquait l'accès au détroit de Kertch. Des navires ukrainiens ont alors tenté de passer. La Russie les a violemment arraisonnés. 6 militaires ukrainiens ont été grièvement blessés selon Kiev, 3 selon Moscou. Quels sont les grands sujets traités ce lundi par nos confrères de la presse écrite? La revue de presse est signée Abdul Rasmane Zongo. La très longue série judiciaire en perspective du putsch manqué se poursuit ce matin avec l'épisode Djendjere, le général Gilbert Djendjere, président du CND, Conseil national pour la démocratie, comparé à la barre ce lundi matin, rapporte aujourd'hui au Faso, tandis que s'en inquiète le journal L'Observateur en ces termes. Que peut bien nous réserver l'encéphalogramme du cerveau présumé? Comme pour dire, toutes les hypothèses sont permises, mais aucune certitude sur ce que dira ou ne dira pas le général. Revenons dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso pour parler politique et là, Adama Koulibaly s'attire les projecteurs et tire à boulet rouge sur le MPP et le CDP selon le journal. Il a lancé, commente notre confrère, des diatribes contre le régime actuel et celui balayé par l'insurrection en les qualifiant, je cite, d'être en déphasage. Morceau choisi par les éditions Le Pays, le pouvoir, affirme Adama Koulibaly, fait payer la note de l'échec de sa gestion par les travailleurs. Terminons par une note sans polémique. Sidoya jubile, tout comme l'intéressé lui-même et le Burkina Faso tout entier. Notre compatriote Yacouba Sawadgo est distingué à Stockholm, en Suède, en recevant le prix Nobel alternatif le 23 novembre dernier. Il a tenté, selon le journal, de combattre le désert, à même de rayer Gourga, son village natal à Waïgouya, en reboisant avec une totale réussite une superficie de 27 hectares pendant 44 ans. C'est là qu'intervient la guerre des chiffres. Pour aujourd'hui au Faso, il s'agit de 40 hectares et qui ont permis de constituer une forêt de 60 espèces d'arbres. Car cela ne tienne, le mérite de Sieur Sawadgo a été reconnu par la communauté internationale et lui a valu le surnom de « l'homme qui arrêta le désert ». Il est le 3e Burkinabé après Bernard Ledia Ouedraogo et Joseph Kizerbo à recevoir ce prix.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.